Santa Claus coming tonight. Que je connais pas, donc pour moi il y a beaucoup de nouveautés. Peut s'avérer, je suppose, peut s'avérer mortel. Belle écriture, mais difficile à comprendre aussi. Voilà. Très bien, on va dédicacer, et puis après, ah bah attendez, je vous... Coïncidence. Ça va être super sympa, notamment lire ces livres. Je ne sais pas, ils font maintenant des livres aussi larges, j'ai lu, je comprends pas pourquoi. Celle qui a des origines ukrainiennes. Un jour pourtant, elle part retrouver ce qu'elle a quitté 20 ans plus tôt. Suspense, très intéressant. Kaltar, dur, c'est dur. Gichiginken. Je ne sais pas ce qu'il écrit. J'ai du mal, je comprends pas. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Oui, ils sont déballés parce qu'ils ne sont pas encore emballés en réalité, tout simplement parce que ces cadeaux-là m'ont été achetés par mon conjoint lors du salon du livre. Voilà, le Père Noël nous accueille. Et en plus, Santa Claus coming tonight. peut-être pas tonight, hein. On va peut-être attendre le 25 quand même. Hein? Bonjour. Bah, merci. Oui, bleu. C'est moins bien que la neige. Le soleil est ici. On va essayer de se réchauffer ce soleil. Ah bon, regarde. Le plan. Alors voilà. C'est lui qu'on va voir en premier. Ouais, en premier, Michel Giard. C'est lui qu'on a vu. C'est de quoi il nous a parlé? De quel roman il nous a parlé l'autre fois? Ah, peut-être ça. Je sais plus sur quoi il m'avait parlé l'autre fois. Bonjour. On s'est déjà vu. Voilà, donc je suis le rejeteur de... Qui a eu lieu dans notre ville le 23 novembre, donc c'est dans quelques mois Noël, enfin dans quelques mois, qu'est-ce que je raconte, dans quelques jours Noël, dans quelques semaines. Et comme j'avais encore la pêche d'en parler, j'avais envie, et encore les souvenirs qui sont assez frais, je me suis dit que je vais vous en parler maintenant, et puis quand Noël passera, je vous montrerai ces cadeaux, peut-être mi-janvier ou fin janvier, tout va dépendre quand est-ce que je vais sortir d'autres vidéos, enfin bon. Voilà, et de toute façon, la plupart de mes vidéos sont pré-filmées et ça change rien pour vous de toute manière. Donc peut-être que ça vous donnera quelques idées de lecture, quelques nouveautés peut-être que vous connaissiez pas. Parce que moi, j'appelle tout nouveauté ce que je connais pas. Donc, pour moi, il y a beaucoup de nouveautés. Donc, je vais vous présenter tout ça tout de suite. On va lire ensemble. Tout ça, c'était une journée dédicace totale parce que j'ai fait dédicacer tous ces bouquins ainsi que j'ai pris des photos avec tous ces auteurs, autrices. Et je suis très, très contente. Franchement, la journée, elle était magnifique. Enfin, on a passé que la matinée. On n'a même pas passé la matinée. On est passé peut-être 2 heures en vitesse parce que après, on avait un déjeuner de preview et donc on pouvait pas rester longtemps. Voilà. Bon. Je vais commencer peut-être par le début et puis par ceux que j'ai vus tout au début et puis après, comme ça, en fait, comme on a vu les gens, je vais vous présenter les livres de la même manière. Donc tout d'abord, on a vu Michel Giard. Comme ça, allez, Voilà. super. Bah avec la tête quand même. Ah, ça c'est une petite vidéo, voilà. Très bien. Très bien, on va dédicacer et puis après, ah bah attendez, je vous... Coïncidence. Avec qui on a fait connaissance lors de l'exposition de collectionneurs. C'est un collectionneur de tout ce qui concerne le sujet brouette et donc il en a parlé en bien. Il était super passionné, il avait aussi des brochures, des magazines, des journaux anciens et donc il nous a vraiment happé avec mon conjoint avec ses histoires très intéressantes et il nous a parlé également de ses bouquins parce qu'il disait qu'il y aura le salon du livre et qu'il est écrivain
et ça m'a vraiment attirée puisque je me dis la manière dont il raconte les histoires, ça va être super sympa, notamment lire ses livres. Donc j'ai acheté ces deux bouquins, c'est de celui-ci qu'il avait parlé, c'était tellement intéressant ce qu'il racontait et donc j'espère que vous n'allez pas entendre les travaux à côté. Je comprends pas là. Dès que je m'installe, ça y est, il faut qu'il fasse quelque chose. Je pense qu'il fait ça dans la maison. Alors, Patrick Bousquet, Schneeways, avec Michel Giard. Donc, ils ont écrit ensemble ce livre, les éditions de l'Officine. Et donc, il est issu, il est originaire de Normandie, donc il y a beaucoup de livres qui parlent de Normandie et de la Seconde Guerre mondiale. Il écrit aussi sur la Première Guerre mondiale, mais moi, ce qui m'intéresse plus, c'est la Seconde, parce que je sais un petit peu plus sur celle-ci, et je pense que celle-là, elle est plus... Enfin, on peut pas dire passionnante, mais peut-être plus intéressante dans le sens où on en parle beaucoup plus. Voilà. Donc, c'est un livre qui se présente comme ceci. Il a été dédicacé. Les dédicaces, malheureusement, je ne peux pas toutes vous les lire parce qu'ils sont parfois incompréhensibles. Donc, la bataille du littoral Normandie 1944 pour Claire, quelques pas sur les sites majeurs de la bataille de Normandie. Bonne lecture avec les complexités de l'auteur, avec les compliments de l'auteur. Voilà. Donc, c'est un livre qui a un peu plus que 200 pages. Donc, à chaque fois, ça va être des histoires qui sont accompagnées des photos. Pas toujours, mais il y en a quelques-unes. Nous sommes ici à 243 pages. Je vous lis la 4e. De la nuit des parachutistes sur Sainte-Mère-Église à la prise du pont de Bénouville par les hommes de la 6e division aéroportée britannique, de l'assaut des Américains sur les plages d'Omaha et de Utah, du débarquement des Canadiens sur Juno Beach jusqu'à la construction du port artificiel d'Arromanches. Revivez à travers 6 nouvelles passionnantes basées sur des faits réels entre hier et aujourd'hui la bataille du littoral qui s'est tenue en Normandie en juin 1944. Go Geronimo, Sainte-Mère-Église, les diables de Pegasus, Bénouville, les érables de San Juno Beach, une plage en enfer Omaha Beach, les étoiles de la liberté Utah Beach et les fantômes de Port Winston à Romanche. Très intéressant, donc en tout il y a 6 histoires. Voilà, et puis deuxième de ces livres, bon il m'a donné aussi des marque-pages, Les Moissons de l'Espoir, il y avait aussi ce livre-là. Passeur de mots, Michel Giard. Donc ici on est aux éditions de Boré, Terre de poche, est-ce que c'est la collection ? Donc ici, pour Claire, à la rencontre des conteurs de livres, je sais pas, à la veille de la Révolution, quelque chose comme ça. Bon, ça doit être lié avec la lecture, mais je me rappelle pas. Bonne lecture, Salon du livre. Donc voilà, il se présente un peu comme livre de poche classique. Hein. Nous sommes ici, je sais pas s'il y a 300 pages. Oui, un peu plus quand même. Hein. On n'est pas loin de 400 pages. Je vous lis la 4e. Lorsqu'ils acceptent de suivre leur oncle Jean Quesnel, libraire installé depuis de nombreuses années, Antoine, Marie-Françoise et Louis Giard, ils parlent de ses proches, sont loin d'imaginer ce que les attend de l'autre côté de ces collines qu'ils n'ont jamais franchies. Outre la vie citadine, les 3 enfants vont découvrir le monde des livres à une époque où soif de connaissances rime avec émancipation. Antoine apprendra le métier en commençant par le colportage. Il va sillonner le pays et lire les nombreux ouvrages qu'il est censé vendre, romans d'aventure, almanachs et autres titres de la bibliothèque Beleu. Quelques années plus tard, en épousant Bernardine, elle-même fille de libraire, il va perpétuer la tradition familiale qui sera reprise par son propre fils. Voilà. Et donc, on a ici quelques phrases, je suppose, du bouquin. « Braves gens, fermez vos maisons à double tour, cachez vos filles, déguisez vos femmes en mégères, voilà les colporteurs qui passent. » Elle se métamorphosait, prenait un rôle sans cesse croissant dans la marche des affaires. Elle n'était plus une femme de l'ombre. Désormais, elle dirigeait le clan des libraires en herbe, même si son fils n'était pas d'accord. Certains soirs, fatiguée par la charge de travail et les préoccupations familiales, elle pleurait discrètement dans sa chambre. D'une main, elle cherchait la présence d'Antoine sur l'oreiller. Il avait, lui, le bougre.
Voilà, bah, écoutez, ça va être intéressant. Ensuite, je suis allée voir le libraire Se Cache. Il a un nom assez compliqué. Il s'appelle Kevin Le Catellinet. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Bon, ouais, vous avez encore commis. J'ai commis. Ah oui, il est énorme le salon, hein. Kevin Le Catellinet, c'est un libraire à la base. Voilà, donc il a écrit ce beau livre, Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires, aux éditions Gelou. Je ne sais pas, ils font maintenant des livres aussi larges, Gelou, je comprends pas pourquoi. Est-ce c'est un livre poche? Est-ce qu'ils font des livres aussi semi-brochés? Je comprends pas parce que c'est pas la première fois que je vois le livre dans ce format-là. Donc nous avons ici, ça sent super bon, nous ne sommes pas très loin de 300 pages. C'est aussi très intéressant d'échanger avec cet auteur, vraiment très passionnant. Donc il m'a écrit ici dans ce livre, Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires. Très belle couverture. Donc il m'a écrit avec, j'ai donné mon vrai nom, donc Svetlana, enfin Claire c'est aussi mon vrai nom, mais c'est la traduction de mon nom d'origine. Svetlana, les histoires sont partout, y compris dans les prénoms. Et évidemment, dans la richesse des langues. Merci pour cet échange. Le libraire Se Cache. Parce que lui aussi, il a des origines, parce qu'il a voyagé aussi beaucoup, et donc du coup, là, on a échangé pas mal sur nos histoires de vie. Alors, lorsque Vivien arrive au village pour ouvrir une librairie, chacun y va de son commentaire. Pourquoi choisir ce coin charmant mais désert où l'on préfère les rumeurs au page-turner? Pour le savoir, il faudra repasser. Vivien a un talent assez relatif pour la discussion et pour les conseils. À vrai dire, il aurait préféré ne plus jamais avoir affaire à un livre. Mais quand il s'est retrouvé malgré lui avec des centaines d'ouvrages sur le bras, il s'est juré de les vendre jusqu'au dernier. Le plus vite sera le mieux. Alors Vivien a un plan qui repose sur de vieux carnets, un peu d'improvisation et le moins d'interaction sociale possible. Ou qu'importe si une ado avide de lecture campe près du comptoir. Qu'importe si un gentil retraité vient chaque jour troquer une part de gâteau de riz contre un peu de compagnie. Le plan de Vivien est infaillible, jusqu'à ce que l'histoire qui fuyait depuis toujours revienne réclamer sa fin. C'est très intéressant. Et donc ici, quelques mots de libraire. Donc libraire depuis près de 20 ans. Le libraire Se Cache, aime aussi raconter des histoires en dehors des murs de la librairie, notamment sur les réseaux sociaux, où il chronique son quotidien de manière amusée et tendre. Journal d'un libraire qui ne croyait plus aux histoires et son premier roman. Ah bah chouette, ça je savais pas. Donc on continue ensuite avec une autre autrice, un auteur, écrivaine, celle qui a des origines ukrainiennes. Oh, ces pastilles, ils auraient pas dû me les coller partout, ces pastilles, c'est chiant ça. Donc, aux éditions Point, voilà, 2 livres de poche. Il y avait également ces mêmes livres au format broché. Les couvertures sont pas du tout les mêmes, mais j'ai préféré prendre format poche parce que comme ça je pouvais en prendre un petit peu plus de livres, étant donné que c'est la moitié de prix des brochés, et puis c'est beaucoup plus pratique, c'est moins lourd à tenir. Ces bouquins. C'était marrant parce que en fait, je lui avais posé la question si elle n'était pas d'origine polonaise ou voilà. Elle m'a dit je suis ukraino-polonaise, donc elle a des origines un peu, je crois que des deux. Elle a dit ou c'était non, c'était lui, je crois qu'il avait des origines ukraino-polonaises et elle a des origines ukrainiennes. C'était marrant en fait, voir un peu de monde avec des mêmes origines et normalement ses grands-parents qui sont d'origine ukrainienne, Ukraine de l'Ouest, et elle est née à Caen. Donc pareil, encore une Normande, vous voyez, je vous dis, il y avait pas mal de Normands. Et elle va dire, toi, il y a un côté fantastique. Elle va dire à l'intérieur du compte. Adiba va coûter 5 euros, son restaurant d'art scolaire. Donc elle s'appelle Alexandra Kochelik, ou Kozelik, je sais pas comment on prononce bien à la française, je pense que ça va être Kozelik, mais je pense que c'est Kochelik à la russe, donc très très agréable comme personne et c'était marrant parce que je la taquinais, elle est ukrainienne mais elle était habillée avec un pull dans un pull norvégien, vous savez les jolis pulls
avec le jacquard. Là, il était blanc et avec le jacquard bleu-gris, c'était très beau. Moi, j'adore ces pulls, mais je déteste faire le jacquard, mais il faudra que je m'y mette parce que j'ai déjà acheté un cahier avec pour ma chaîne Cat Sitter Tricote parce que je me dis il faudrait que j'y aille avec le jacquard parce que j'ai acheté vraiment pas mal de magazines concernant le jacquard norvégien, j'adore ça donc il faudra que j'en fasse. Bon, parenthèse fermée. Et elle était très très agréable, je vous parle de ça parce qu'elle m'a laissé les dédicaces également en parlant de ce pull de jacquard pour que vous n'ayez pas l'air surpris de quoi je parle. Donc voilà, c'est parce que je n'arrêtais pas de la taquiner en disant une Ukrainienne dans un pull norvégien. Enfin, il était très beau ce pull d'ailleurs, donc j'espère qu'elle n'a pas mal pris. Alors, mais je pense pas parce qu'elle m'a laissé quand même les dédicaces encore avec ce pull. Donc Alexandra Kojelik a crié dans les ruines. Franchement, ces bouquins m'ont passionné. C'est assez intéressant, j'ai trouvé comment elle racontait, et puis j'ai beaucoup aimé les quatrièmes. Voilà donc comment elle m'a dédicacé. Elle m'a mis pour Svetlana. Quelle joie de vous rencontrer ici au Tatata, je vais pas dire la ville, dans un pull norvégien pour que nos racines nous appellent. À bientôt, Alexandra. Voilà, ça fait trop plaisir. Et à la base, c'est aux éditions Aux Forges de Vulcan. Et moi, donc, j'ai pris point. Alors ici, on a un tout petit peu plus de 200 pages. C'est assez chargé quand même. Je pense que j'aime bien, il y a le changement de police, comme toujours. Je pense que ça va être assez complexe au départ. Après, peut-être que ça va se décomplexifier un petit peu pour laisser une trace positive parce que ce n'est pas que ça soit négatif, mais ce sont des sujets assez complexes qu'elle aborde, mais assez intéressants. Alors, Alexandra, ici on a un avis de l'Au Point. Donc, Alexandra Kojelik s'empare de la grande histoire pour raconter avec délicatesse une déchirure et une quête intime. Un petit peu d'autrice, donc née en 1976, elle enseigne en collège le français, le latin et le grec ancien. Tiens, et moi aussi je suis passionnée par le grec, mais je ne sais pas si un jour je franchirai le pas pour apprendre le grec, parce que déjà il faut que j'apprenne les langues qui me passionnent déjà avant le grec que j'ai déjà entamé, donc bon. Alors, Tchernobyl, 1986. Lena et Ivan sont deux adolescents qui s'aiment. C'est alors que l'incendie de la centrale nucléaire vient bouleverser leur destin. Lena part avec sa famille en France, convaincue qu'Ivan est mort. Ivan, lui, ne peut s'éloigner de la zone de sa terre qui, même sacrifié, reste le pays de ses ancêtres. Il attend le retour de sa bien-aimée. Lena grandit loin de son pays et s'efforce d'oublier. Un jour pourtant, elle part retrouver ce qu'elle a quitté 20 ans plus tôt. Suspense, très intéressant. Ensuite, on a un autre, l'archiviste. Moi, je voulais devenir archiviste un jour, mais bon, c'est fini, cette envie, mais bon, j'aime toujours tout autant tout ce qui concerne les livres, des choses comme ça. J'ai aussi aimé Pages volées, mais c'était vraiment très bouleversant le début du bouquin, du coup j'ai pas pris. Mais elle m'a dit après il faut juste traverser cette étape un peu difficile. Après tout va bien, mais c'est vrai que bon, j'étais pas prête. Mais peut-être un jour je prendrai. Ici on est aussi à 250 quelques pages. Alors la quatrième, pareil, elle m'a écrit au feutre, mais cette fois une autre couleur. Alors, pour Svetlana, parce que les arts nous apportent la lumière. Un grand merci pour ce bel échange. Alexandra, dans son pull norvégien avec un petit sourire, parce qu'elle n'arrêtait pas de sourire, moi aussi d'ailleurs. C'était très sympathique. Franchement, j'ai apprécié cette personne, elle est vraiment adorable. Ici, on a un avis de Libération, sidérant de poésie et d'actualité. Donc, K est archiviste dans une ville détruite par la guerre en Ukraine. Le jour, elle veille sur sa mère mourante, la nuit, elle veille sur les œuvres d'art entassées dans la bibliothèque dont elle a la charge. Un soir, un des envahisseurs vient la menacer. Pour que sa sœur et sa mère aient la vie sauve, elle doit falsifier ses œuvres et aider les vainqueurs à détruire ce qui reste de son pays. Commence alors un jeu de dupes dont l'enjeu est l'espoir. Espoir d'un peuple à survivre toujours malgré la barbarie. Voilà. Et son premier roman s'appelle À crier dans les ruines. Et ben c'est celui-là, c'est son premier. Celui-ci, je ne sais pas lequel c'est, mais en tout cas, celui-ci c'est son premier. Après, je vais lire peut-être celui-là. Donc oui, je pense que je vais commencer par celui-là pour être un petit peu dans l'ordre des choses, même si ce sont des romans indépendants quand même.
Donc, très ravie. Ensuite, on va passer à quelqu'un d'autre. Et c'était aussi un grand auteur invité dans ce salon, donc aux éditions Livres de Poche. Il s'appelle Yann Manoukian. Et en fait, ça vient de Manoukian. Et je crois qu'il s'appelle Patrick Manoukian, si je dis pas de bêtises. Il a les origines arméniennes, dont il y avait 2 livres où il parlait de la génocide en Arménie. Et j'étais tentée, mais j'avais peur que ce soit trop bouleversant, trop compliqué. Mais peut-être un jour. Je vais voir déjà si l'écriture me plaît, parce que ça veut pas dire en fait s'il y a quelque chose qui me plaît pas que c'est mauvais, hein. Je ne sais pas comment ça va être, parce qu'il y a des écritures auxquelles on accroche plus qu'à d'autres. Parfois, il y en a qui sont beaucoup trop complexes, d'autres qui sont beaucoup trop simples, mais sont pas bêtes, hein. Donc, tout dépend de... Voilà, peut-être aussi, ça dépend beaucoup de l'humeur dans laquelle on lit tel ou tel bouquin. Et donc, j'ai voulu prendre 2 sagas. Mais après, je me suis dit, bon, avec mon chéri, on a réfléchi, je vais en prendre qu'une saga. Comme ça, j'allais jusqu'au bout, je vois si j'accroche. Et je prendrai la deuxième une autre fois. J'ai pris en photo ce que je voulais, ce qui m'intéressait. Et franchement, lui, il est super agréable aussi, très réservé, mais très agréable. Et on voit qu'il en impose, on voit qu'il sait de quoi il parle, on voit qu'il adore ce qu'il écrit, enfin qu'il aime ce qu'il écrit, il est passionné par ce qu'il fait. Et franchement, c'est très très intéressant aussi de voir un autre style d'écriture que je ne connais absolument pas. Donc en fait, il a son premier livre, je ne sais pas si c'est son premier livre ou c'est son premier de cette saga, qui a remporté donc le grand prix d'électrice L, policier, prix SNCF du Polar 2014 et prix Quai du Polar 2014 également. Voilà, ce ne sont pas des nouveautés dans ce qu'il écrit, parce qu'il y en avait d'autres bouquins qui sont beaucoup plus récents, mais moi j'ai voulu prendre cela. Alors, C'est chiant, toi. Merci, mais cela. Alors ici, Yann Manouk, donc ils sont gros ces livres-là. 646 pages ici. Pareil, j'ai une petite dédicace. Donc ça s'appelle Yerul Delger. Mais je pense que c'est à l'islandaise Yerul Delger, un truc comme ça. Donc ici, pour Svetlana, un peu de ce que... Voilà, j'ai du mal à lire ce qu'il a écrit. Dommage. Un peu ce qu'on voit du monde, je sais pas. Merci de me lire. Je ne sais pas trop ce qu'il a écrit, mais ça m'a fait plaisir quand même, la dédicace. Alors, donc je vous lis la 4e. Comme par hasard, le soleil s'est caché, et là ça va être de plus en plus difficile parce que les livres sont noirs, et sur le fond noir, c'est encore plus dur de lire que sur d'autres fonds de couleur ou blanc. Rude journée pour le commissaire Yerul Derger Kaltar. C'est dur. Gi Chiginken. À l'aube, il apprend que 3 Chinois ont été découpés au cutter dans une usine près d'Oulan-Bator. Quelques heures plus tard, dans la steppe, il déterre le cadavre d'une fillette aux boucles blondes agrippée à son tricycle rose. Il y avait la Suède de Mankel, l'Islande d'Andridasson, l'Écosse de Rankin, il y a désormais la Mongolie de Manouk. Ah oui, là on est en Mongolie, j'ai confondu avec l'autre saga qui était en Islande. Bon bah c'est pas facile, alors c'est peut-être pas, il faut pas prononcer les mots comme si c'était en islandais parce que ça n'a rien à voir avec l'islandais, j'ai confondu avec une autre saga qui m'intéressait aussi. Alors il y a désormais la Mongolie de Manouk, une maîtrise époustouflante pour le polar le plus primé et le plus dépaysant de tous les temps. Alors on a ici un avis de 20 minutes, coup d'essai et coup de maître, et elle, un héros au nom imprononçable mais inoubliable, ça c'est sûr. Voilà, donc celui-ci, et puis le deuxième, je bois un petit peu parce que je commence à vraiment perdre la voix, j'ai la gorge sèche. Donc le deuxième, ça va être celui-ci, L'étang sauvage. Pareil, j'ai une dédicace ici, L'étang sauvage, et donc on a encore le nom de ce fameux enquêteur. Donc, il y a le petit tampon qu'il a mis, il a dit que c'était coréen. Alors pour Svetlana, je sais pas, la lecture aussi soit sauvage, je ne sais pas ce qu'il écrit. J'ai du mal, je comprends pas. Bon, celui-ci, il est un peu moins épais, on n'est pas loin de 600 pages. Quand le vent du nord s'abat sur les steppes enneigées d'Asie centrale, personne ne vous entend mourir. Pour Yerul Derger, le salut ne peut venir que de loin, très loin.
Après le succès mondial de Yerulderger, couronné par de nombreux prix, Jan Manouk retrouve la Mongolie et ses terres extrêmes dans un grand thriller où il confirme son talent pour la construction d'intrigues qui mêlent problématiques contemporaines, personnages charismatiques et descriptions foisonnantes des paysages, des coutumes, dépaysement garanti. On a un avis ici de Hubert Lisée, aujourd'hui en France. Donc Manouk fait souffler un vent glaçant sur son lecteur à chaque page, mais on ne décroche jamais. Et un avis de Hubert Artus, il n'y a que des Hubert, lire, donc une maîtrise de suspense insolente, un thriller XXL. Alors, est-ce que ça n'a rien à... Est-ce que ça n'a pas à voir quelque chose avec long, dédicace? Je sais pas. Je sais pas ce qui est marqué. Ça m'énerve. La mort nomade, pareil, on a toujours le même enquêteur. Et celui-ci, il est encore plus court que les deux précédents. On n'est pas loin de 500 pages ici. Donc, usé par des années de lutte stérile contre le crime, le commissaire Yeruldeger ou Yeruldelger a quitté la police de Landbatter, plantant sa yourte dans les immensités du désert de Gobi. Il veut renouer avec les traditions de ses ancêtres, de Gobi ou de Jobi, mais sa retraite sera de courte durée. Deux étranges cavalières vont le plonger dans une aventure sanglante qui les dépasse tous. Éventrés par les pelleteuses des multinationales, spoliés par les affairistes, ruinés par la corruption, la Mongolie des nomades et des chamans semble avoir vendu son âme au diable. Des steppes arides au cœur de Manhattan, du Canada à l'Australie, Jan Manouk fait souffler sur le polar un vent plus noir et plus sauvage que jamais. En fait, c'est ça qui fait peur, que ce soit beaucoup trop noir et sauvage pour moi. Bah, enfin, on verra. Après, tout le monde disait qu'il écrivait super bien. Bah écoutez, hein. Donc, je lis Malheur, Le Point, une troisième enquête, la plus aboutie, chargée comme la vie d'une bonne dose de violence, d'humour et de sexe. Jérôme Béalès, La Vie, un épisode réussi qui conclut en beauté cette trilogie alliant l'amour des mots et celui des grands espaces. Et qu'est-ce qu'il m'a écrit? Est-ce que je vais pouvoir lire? Pour Svetlana, les airs nomades ne meurent jamais. Merci de me lire. Je pense que c'est ça. Voilà. Et enfin, le tout dernier qu'on a vu, c'était Éric Foissier. Et je suis littéralement tombée amoureuse de cet auteur. Je sais pas, j'ai toujours voulu lire Le Bureau des Affaires Occultes. Je l'ai enfin pris, mais je n'ai pas pris toute la saga. J'ai pris un petit peu de chaque de ces lectures. J'avais trop envie de découvrir cet auteur avant tout. Et puis, il y a des livres qu'il avait dit que c'était assez compliqué de les trouver aujourd'hui. Cette saga-là, par exemple, est de 2 tomes. Et puis celles-là encore, elles sont trouvables encore dans des librairies. Donc je me suis penchée plutôt sur le cas de ce qui est introuvable. Dans l'ambiance des mathématiques, on retrouve des cadavres dans des lieux célèbres parisiens qui sont en lien avec la vie d'un grand mathématicien. Et chaque cadavre porte une énigme mathématique sur lui. Je connais en fait ceux-là. Il y en a plusieurs. Ouais, et à chaque fois je passais à côté, je me dis je prends pas, je prends pas. C'est le numéro combien, ça? Je ne sais pas, mais je pense que c'est le 1 parce que là c'est le 2, 3. Ça je sais pas. Parce qu'il n'y a pas non plus de... Et ben maintenant je vais prendre. Parce que chaque fois j'hésitais. Et ben je sais pas, les couvertures m'ont attiré, donc du coup je les ai pris. Tout ça c'est au format poche et livre de poche, donc j'ai bien aimé ces deux couvertures, donc c'est le 1 et ça c'est le 2. Et je vais commencer donc par le 1 naturellement, il est plus petit que le 2. Mort thématique, une enquête du commandant Gaspard Clou. Donc le tome 1. Donc ici, pour Claire, attention, la bosse des maths peut s'avérer, je suppose, peut s'avérer mortelle. Belle écriture, mais difficile à comprendre aussi. Voilà. Nous sommes ici à, je pense qu'à un peu plus de 300 pages. Le cadavre d'un homme est découvert au Panthéon, à côté du mausolée de l'illustre mathématicien Lagrange. Un étrange poème qui se révèle être une énigme mathématique est épinglé sur sa poitrine. Le commandant Gaspard Clou de la brigade criminelle est chargé de l'enquête.
Rongé par la culpabilité depuis le décès de sa femme 4 ans plus tôt, dans un accident de la route dont il se considère responsable, il tarde à reprendre pied. Il ne parvient d'ailleurs plus à affronter le regard de sa fille de 7 ans, qu'il a confiée à ses beaux-parents. Cette nouvelle affaire oblige à remonter la pente et à surmonter sa douleur, car d'autres corps sont retrouvés un peu partout dans Paris, toujours dans la même mise en scène macabre, un lieu en rapport avec la vie d'un mathématicien célèbre et une énigme faisant appel à l'algèbre ou à la logique. Tout semble inviter Gaspard Clou à suivre le tueur dans un funeste jeu de pistes, et c'est une équation à plusieurs inconnus qu'il devra résoudre. Prix Plume de Glace, policier thriller. Wow! Très intéressant. Ensuite, on a celui-ci, donc Rien qu'une belle perdue, une enquête du commandant Gaspard Clou. Donc c'est le tome 2. Pour Claire, en espérant que cette belle je ne sais pas quoi, en plein cœur. je sais pas. Voilà. Cette balle vient en plein cœur. Bref, je sais pas. On n'est pas loin de 400 pages. Au début, rien ne laissait présager le tour très personnel que les choses allaient prendre pour moi. Le topo, il est vrai, était des plus sommaires. Quartier de la Croix-Fleurie, plusieurs bagnoles carbonisées dans le parking souterrain d'un immeuble voué à la destruction, un cadavre retrouvé dans le coffre de l'une d'entre elles. Gaspard Clou, récemment muté à Strasbourg, est chargé d'enquêter sur le corps d'un obscur musicien découvert dans le coffre d'une voiture. L'affaire se révèle très vite complexe et le policier s'oriente sur la piste d'une ancienne actrice de film pornographique sauvagement assassinée. D'une valise remplie de drogue et d'un tandem de tueurs sadiques au service d'un politicien. Après Mort thématique, lauréat du prix Plume de Glace, Éric Foissier nous livre un deuxième opus tout aussi captivant des aventures du commandant Gaspard Clou, avec en plus une petite touche de sombre nostalgie à la manière des meilleurs bluesmen. Oh la vache! Sympa. Et encore 2 autres, donc ça fait partie d'une saga, mais j'ai pris que le premier tome, parce que je ne sais pas si je vais apprécier encore une nouvelle fois l'écriture, en espérant que si, quand même, je vais apprécier. Et si ce sera ma cam, comme on dit, parce que par exemple, je donne un exemple, je sais plus comment il s'appelle, Olivier Norek, je crois. Je crois que c'est Olivier Norek qui est un ancien policier. Il écrit super bien, hein, mais les sujets ne me passionnent pas. Donc, Le piège de verre, la saga d'Héloïse, l'apothicaire. Dès que j'ai vu ça, l'apothicaire. Donc, je prenne. On est un petit peu plus de 500 pages ici. Qu'est-ce que ça sent bon, ce livre, le papier, là. Donc, la dédicace. Ce piège de verre tendu. Ah, ce piège de verre tendu pour le plaisir de la lecture. Alors, c'est le premier, donc, volet, qui s'appelle, donc, Bayard et le crime d'Amboise. Ah non, c'est le tome 2. Ah, je suis bête. Ah, mais je suis bête, c'est marqué le tome 2. Pourquoi j'ai pris ça, le tome 2? C'est le tome 2. Débile. Donc, bon, bah, je vais prendre les 2 autres en ligne. Hein. Tant pis. Donc, celui-ci, il y a le premier, c'est Bayard et le crime d'Amboise, et le troisième, c'est le disparu de l'Hôtel Dieu. Coucou. Bon, tant pis. Hein. Alors, 1503. 3 alchimistes sont assassinés. Convaincus qu'un complot se trame à l'ombre de la couronne, la reine Anne de Bretagne fait appel à la jeune apothicaire Héloïse Sanglard et à Henri de Combalec, un soldat autoritaire et rude, pour mener l'enquête. Mystérieux parchemin, vitrail au pouvoir mortifié, science occulte, étrange disparition, les menaces pleuvent sur Héloïse. Bien décidée à venir à bout des adversaires du roi. Mais les temps sont difficiles quand on est une femme, et pour survivre, il lui faudra l'aide de tous ses alliés, peut-être même celle de son amour de jeunesse, le chevalier Bayard. À moins que l'attrait grandissant que Combalec exerce sur elle ne bouleverse ses plans. Dans ce récit captivant, entre roman historique et thriller ésotérique, Éric Foissier nous entraîne dans une véritable course contre la montre au cœur de la France de la Renaissance. On a un avis ici de Historia, ici, une intrigue du plus haut romanesque qui fait mouche. Il me fait penser un peu à Sarah Penner. Est-ce que ça va être un petit peu dans le même style? Si c'est le cas, ça sera le bonbon. Écoutez, franchement, il était hyper agréable. J'ai adoré d'échanger avec lui.
C'est de travers, non? Je sais pas, bon, tant pis, maintenant, c'est tout de travers. Et donc, j'ai pris, c'était adorable. Franchement, il était très réservé, mais très agréable à discuter. Et donc, du coup, il m'avait dit, je sais plus ce que ça, on pouvait les lire séparément. Je crois que ça, on pourrait les lire séparément. Mais bon, je prendrai quand même le 1 et le 3. Et donc, j'ai pris aussi Éric Foissier, Le Bureau des Affaires Occultes, enfin, celui auprès duquel je tournais plusieurs années dans les librairies. J'ai jamais pris parce que à chaque fois, ça me faisait peur que c'était une saga et qu'il fallait la suite. Et au final, je suis tombée dans le piège. Je l'ai pris 443 pages. Ici, nous avons donc la dédicace pour Claire. Bienvenue dans le bureau, il est et le Paris, je ne sais pas quoi. Le Paris fasciné de Vidocq? Non, je sais pas. En toute sympathie, bon. Voilà. 1830. Dans un Paris fiévreux, encore sous le choc des journées révolutionnaires de juillet, le gouvernement de Louis-Philippe, nouveau roi des Français, tente de juguler une opposition divisée mais virulente. Le jeune inspecteur Valentin Verne est muté à la brigade de sûreté fondée quelques années plus tôt par le fameux Vidocq. Il doit élucider une série de morts étranges susceptibles de déstabiliser le régime. Car la science qui progresse, mêlée à l'ésotérisme alors en vogue, inspire un nouveau type de criminalité. Féru de chimie et de médecine, cultivant un goût pour l'irrationnel, Valentin sait en décrypter les codes. Nommé à la tête du Bureau des Affaires Occultes, un service spécial chargé de traquer ces malfaiteurs modernes, il va donner la preuve de ses extraordinaires compétences. Mais qui est vraiment ce policier solitaire, obsédé par la traque d'un criminel insaisissable connu sous le surnom du Vicaire? Voilà, un avis ici de lire, un premier volet haletant. On a pris Maison de la Presse 2021. Et donc on a un bonus ici, un extrait de prologue du tome 2, Le fantôme du Vicaire, publié aux éditions Albin Michel, mais qui est aussi disponible désormais au livre de poche. Franchement, c'était top. Ces échanges, ce salon du livre, j'ai juste adoré, c'était topissime. Franchement, et on a passé que 2 heures là-dedans, ou peut-être 1 heure même, franchement c'était court, mais j'ai fort apprécié ces échanges avec ces gens super sympathiques, d'être dans cette ambiance où tout le monde est passionné par l'écriture, la lecture, les livres, c'était top. Je pense que si je pouvais, financièrement, on aurait acheté beaucoup plus encore. Mais bon, il fallait savoir s'arrêter. Voilà, en tout cas, je remercie mon chéri pour cet énorme cadeau. J'adore. Donc, voilà. Sur ce, je vais vous laisser ici. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos et voir de nouveaux points à avis lecture ainsi que toujours les langues étrangères. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.